Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Surfing Bitcoin. Merci pour l'invitation. Vous avez fait le déplacement depuis Pontoise. C'est ça. Et nous vous en remercions. Alors, pour vous présenter très brièvement, donc vous êtes ingénieur polytechnicien, vous avez choisi de faire une carrière dans la gendarmerie et vous avez alterné des postes entre un commandement classique auprès des populations et un travail plus technique dans le domaine du cyberespace. C'est ça. Et vous travaillez aujourd'hui au sein du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, c'est une structure qui a été créée au sein de la gendarmerie en 2021, qui rassemble des structures qui existaient déjà et d'autres qu'on a créées, avec 4 grandes missions qui se retrouvent dans l'organisation du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, de la prévention auprès des particuliers comme auprès des entreprises. Auprès des particuliers, ça va être notamment les mineurs, les enfants, à l'école, au collège, au lycée, mais également les seniors. Alors pour des raisons différentes, hein, les enfants, c'est par rapport à la pédopornographie, c'est par rapport au harcèlement en ligne, dont ils peuvent être auteurs ou victimes, par rapport à l'hygiène numérique, etc. Les seniors, ça va être plutôt sur les tentatives d'escroquerie, encore que... il n'y a pas besoin d'être senior pour être victime d'escroquerie, malheureusement. Et je crois qu'il y a peut-être de nombreuses victimes dans la salle d'ailleurs. Et puis les professionnels, on va s'adresser aux entreprises, notamment les PME, TPE sur le risque cyber, notamment tout ce qui est intrusion informatique, ransomware, etc. Les hôpitaux, les collectivités locales, mais également certains corps de métier qui sont en pleine numérisation, en pleine révolution numérique, comme les huissiers, les notaires, les avocats, les experts comptables, avec des enjeux importants parce que très souvent, c'est des petites structures. Donc ça, c'est la prévention. Il y a la répression, donc les enquêteurs. Ça, c'est le C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques, dont j'ai été à la tête il y a quelques années. Donc ça, c'est le bras armé de la justice et de la gendarmerie, qui fait des enquêtes, qui place en garde à vue et qui amène devant un magistrat. Et puis, il y a une division technique que je commande aujourd'hui. Ce sont les experts techniques qui apportent leur appui aux enquêteurs. Et toute une division qui s'occupe de stratégie, de formation, d'élaboration des textes. Donc ça, c'est au niveau central. Et puis au niveau local, on a 8000 cyber-enquêteurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Donc ils vont comme on dit, jusqu'au dernier kilomètre. Hein, c'est les brigades de gendarmerie dans votre ville ou village, qui ne font pas du cyber à temps plein. On en a 500 qui font de la cyber à temps plein. Et dans tous ces sujets que je viens d'évoquer, c'est la cyber en général et parfois de la crypto. D'accord. Donc vous dirigez la division technique. Je dirige la division technique. J'ai dirigé il y a quelques années la division opérationnelle, donc les enquêteurs du C3N. En quoi elle consiste, la division technique ? La division technique, on a un labo forensique qui s'occupe d'exploiter des supports numériques. J'ai une équipe de développement, j'ai une équipe projetable pour tout ce qui est perquisition, garde à vue en soutien des enquêteurs. Et puis j'ai toute une équipe qui travaille aussi en lien avec les grandes plateformes du numérique, les réseaux sociaux, les opérateurs. Et puis j'ai un pôle d'innovation cryptoactif, ils sont dans la salle aujourd'hui. J'ai 2 experts, Akli et Robin, dans le domaine des cryptos. Alors, vous parliez des supports numériques, donc j'en profite pour poser une question quand même assez épineuse, mais est-ce que vous êtes amené, par exemple, à travailler sur des ledgers, sur des wallets de crypto-monnaies, sur des téléphones portables que vous essayez donc de craquer ? Enfin, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais... Alors déjà, en termes de volume d'enquête et en volume de support que les enquêteurs saisissent et ont besoin d'analyser, on est à 90, 95, peut-être 98% sur des ordinateurs, donc typiquement des disques durs, hein, que ce soit du disque dur ou du SSD, et sur du smartphone. Un peu de clé USB aussi. Donc tout ce qui est ledger, ça reste statistiquement dans les enquêtes, ledger ou autres, hein, dans les enquêtes, une infime minorité des enquêtes, tout simplement parce que
le gros de nos enquêtes judiciaires, ça va être des trafics internationaux de stupéfiants dans lesquels les auteurs blanchissent en crypto, quand il s'agit de crypto. Ils blanchissent dans plein d'autres choses que de la crypto, mais ils blanchissent aussi désormais en crypto. On a des affaires de pédopornographie, où malheureusement, de temps à autre, ils font payer l'accès à des vidéos pédopornographiques, y compris des viols d'enfants en direct, avec des moyens de paiement, quels qu'ils soient, donc aussi parfois de la crypto. Et on a également des ransomware avec du paiement de rançon. Là, pour le coup, c'est quasi exclusivement ou exclusivement en crypto. Donc j'en déduis que les fraudeurs n'utilisent pas beaucoup le ledger. Comme plein d'outils dans la vie, les cryptoactifs, Bitcoin, Ledger ou d'autres sont des outils de la vie courante, comme une voiture, comme un stylo. Et donc à 99,99%, c'est utilisé par des honnêtes gens, où ça fait l'objet de commercialisation ou de prestation de services par des entrepreneurs qui à 99,99% sont honnêtes. Et donc nous, les honnêtes gens, ça nous intéresse seulement quand ils sont victimes. Nous, notre métier, c'est de protéger les victimes, de conduire des enquêtes quand des victimes portent plainte. Et puis les gens qui sont malhonnêtes, pour le coup, on les met en garde à vue. On cherche à les identifier, on les met en garde à vue. Donc dans les défis que vous avez à affronter concernant les crypto-monnaies, donc vous nous avez parlé des ransomware, du blanchiment. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle les scams, donc les pièges. Les escroqueries, oui. Les escroqueries. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors les escroqueries, c'est malheureusement vieux comme le monde. Hein. Ça n'a pas attendu les cryptos pour exister et pour se développer. Ça existe depuis la nuit des temps. Oui, dans la finance traditionnelle. Dans la finance traditionnelle, et même avant la finance, il y avait des escroqueries à autre chose que sur des produits financiers. Donc là aussi, les escrocs, ils sont comme vous et moi, ils sont, à part qu'ils sont malhonnêtes et pas vous et pas moi, mais les escrocs, sinon, ils sont comme tout le monde, ils utilisent les outils qui sont à leur disposition. Donc quand le téléphone portable est arrivé, quand Internet est arrivé, et maintenant que les cryptos se développent à vitesse grand V, ils utilisent les outils à leur disposition. Et donc oui, il y a aussi des escroqueries aux cryptos, notamment des escroqueries aux faux placements. Il y a aussi des vols de crypto par des virus, des malwares, des stealers qui volent des credentials, notamment sur des wallets qui sont sur des hot wallets. Donc oui, les escrocs et les criminels utilisent tous les moyens à leur disposition. Alors, on serait assez curieux de savoir un petit peu quelles sont les opérations que vous avez pu mener et qui ont été menées avec succès. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, dans le domaine des cryptoactifs, alors je vais vous citer quelques exemples, mais je ne peux pas être trop précis malheureusement parce qu'un certain nombre d'enquêtes sont toujours en cours. Un exemple malheureusement assez dramatique, sur lequel je ne donnerai pas de détails, mais je vais décrire de quoi il s'agit. Un jeune homme qui détenait des cryptoactifs. Des gens qui se prétendaient ses amis ont su qu'il y avait une forte somme d'argent détenue en crypto par ce jeune homme et ont essayé de lui extorquer ses secrets pour lui voler ses cryptos. Le jeune homme, évidemment, n'a pas souhaité répondre aux questions qui sont devenues insistantes. Les questions sont devenues violentes. Donc il y a eu usage de la force, de la violence, jusque malheureusement au décès de la personne. Donc les enquêteurs locaux, c'est dans l'est de la France, j'en dirai pas plus, ont été appelés pour un homicide. Ils ont assez rapidement, dans leur enquête, compris qu'il y avait une extorsion sur fond de crypto. Et donc là, ils ont fait appel à l'appui du ComCyberGend. On s'est déplacé, on a travaillé et on a finalement pu identifier les auteurs qui sont aujourd'hui sous les verrous. Ça, c'est un exemple malheureusement assez dramatique et plutôt marquant. Nous faisons quasiment toutes les semaines des affaires de vente de biens ou de services illicites sur le dark web avec Bitcoin ou d'autres cryptos qui sont là utilisés comme moyen de paiement.
pour des ventes d'armes illicites sur le dark web, pour des ventes de faux papiers, pour des ventes de stupes, pour des ventes de leaks, donc de données volées, pour des ventes éventuellement de fichiers pédopornographiques. Et puis, bien évidemment, vu le public que j'ai en face de moi aujourd'hui, vous avez sans doute vu dans la presse qu'au mois de janvier, en lien avec les États-Unis, il y a eu une très grosse affaire de fait des deux côtés de l'Atlantique sur une plateforme avec la saisie côté français par la gendarmerie, par le Cybergend, de l'équivalent de plus de 20 millions d'euros en diverses cryptos pour du blanchiment. Et puis juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous sommes allés en Ukraine avec la police ukrainienne interpeller des auteurs de ransomware. Et nous avons saisi des voitures, du cash et des cryptos qui étaient directement le fruit des ransomware. D'accord, merci. Vous me disiez qu'en général, vous travaillez soit à partir de plaintes de victimes, finalement, d'escroquerie, soit dans le cadre d'un mandat de la justice précis. Mais par contre, et vous m'avez bien précisé que vous ne faisiez pas de chalutage, entre guillemets, c'est-à-dire vous ne faites pas de surveillance de masse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Pourquoi, comment? Alors, déjà, la France est un État de droit et nous sommes dans l'Union européenne un espace de droit et de liberté individuelle et d'entreprendre. Donc, tout ça est évidemment très régulé, très contrôlé, c'est normal. Et en tant que simple citoyen, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, le travail de la gendarmerie, de la police, de la justice en France et en Europe, c'est de cibler des individus, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, sur la base soit de plaintes déposées par des particuliers ou par d'autres entreprises, sur la base éventuellement de signalements. Nous ne sommes pas Tracfin, par exemple, donc nous ne recevons pas de déclaration de soupçon. En revanche, Tracfin reçoit des déclarations de soupçon, les étaye ou pas. Et une fois que ça a été traité par Tracfin, ça va vers un procureur de la République ou un juge d'instruction qui saisit la gendarmerie, qui saisit le Cybergend pour conduire l'enquête sous le contrôle de ce magistrat. Il peut arriver qu'on fasse également ce qu'on appelle les enquêtes d'initiative. Nous avons des cyberpatrouilleurs qui vont par exemple sur le dark web et qui vont, parce que sur le dark web, il n'y a personne qui va porter plainte. Celui qui achète une Kalachnikov sur le dark web et qui va porter plainte parce qu'il n'a pas été livré, c'est quand même assez rare. Donc, on peut tout imaginer. Et donc, là, dans ce cas-là, on fait des cyberpatrouilles, on va nous-mêmes sur le dark web et quand on constate ce qui nous semble être une infraction, on demande l'autorisation au procureur de la République d'ouvrir une enquête judiciaire sous son contrôle. Alors, je vais poser une question un peu délicate, et vous êtes libre d'y répondre ou pas, mais est-ce que certains de vos agents se font passer pour des utilisateurs, pour des clients sur le dark web, de manière à pouvoir repérer justement d'éventuelles fraudes? Alors, c'est absolument pas secret. C'est un dispositif qui est inscrit dans le Code de procédure pénale, qui s'appelle l'enquête sous pseudonyme, qui est très encadré. Là aussi, ça nécessite l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction. Et ça permet à un enquêteur spécialement formé, spécialement habilité et affecté dans un service spécialisé, seulement pour certaines infractions, avec une liste d'infractions qui a été élargie ces dernières années, parce qu'au départ, c'était uniquement pour la pédopornographie. Donc aujourd'hui, on a le droit de le faire pour un certain nombre d'infractions punies d'un certain quantum de peine. Donc on a le droit de se faire passer soit pour un auteur, soit pour une victime, soit pour un complice, et d'entrer en contact sous un pseudonyme qui est déclaré, qui est dans une base de données contrôlée. On ne peut pas faire n'importe quoi et inventer n'importe quel pseudo. Et donc rentrer en contact avec des auteurs ou des victimes pour trouver des éléments de preuve supplémentaires avec une ligne rouge essentielle en droit français, et là ça nous distingue très fortement des États-Unis, c'est qu'on n'a pas le droit de provoquer. Ouais. On n'a pas le droit de provoquer à l'infraction. Ouais. Typiquement, si on entre en contact avec quelqu'un, on n'a pas le droit de lui demander « Est-ce que tu as des Kalachnikov? Est-ce que tu as de la cocaïne? Est-ce que tu as de la pédopornographie ?» Il faut que la personne en propose spontanément. Et là, on a le droit de lever le doigt et de dire « Moi, j'en veux bien », sous le contrôle du magistrat.
Alors, vous êtes amené aussi, je pense, à tracer des transactions à partir des adresses publiques, puisque les transactions sont pseudonymes. Est-ce que vous le faites vous-même? Avec quels outils? Ou bien est-ce que vous faites appel à des sociétés spécialisées? Et là aussi, bon, je pense que vous ne pouvez pas donner de nom, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez dans ce domaine? Avec quels partenariats? Avec quels outils? Alors la question des outils, elle est évidemment essentielle. On utilise 3 grandes familles d'outils, des outils commerciaux, des outils open source et des outils qu'on développe nous-mêmes. Sur les outils commerciaux, je suis d'autant plus mal à l'aise pour vous en parler qu'on a un appel d'offres de marché public en cours. On a une publication en cours au journal officiel de l'Union européenne, justement pour renouveler nos contrats. Donc c'est extrêmement délicat pour moi de citer des marques. Maintenant, ça peut être des sociétés internationales, ça peut être des sociétés françaises, européennes, internationales. Américaines aussi ou... Ça peut être de n'importe quelle nationalité autorisée par la loi. Donc, parce qu'il y a une grande société américaine. Donc, depuis la guerre en Ukraine, ça ne peut pas être des sociétés russes, par exemple. Mais ça peut être des sociétés américaines, ça peut être des sociétés de toute nationalité autorisées par la loi. Et vous avez un budget pour ça? Parce que ça coûte cher, j'imagine. Alors, la question du budget est effectivement importante. Il est important de rappeler que, certes, avoir un outil, c'est bien, mais en avoir plusieurs, c'est mieux. Il n'y a pas un outil universel qui supporte toutes les cryptos. Et puis, quand bien même il y en aurait un qui supporterait toutes les cryptos, il y a d'autres acteurs commerciaux qui peuvent être plus pertinents, plus performants sur telle autre crypto. Donc c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. J'ai perdu le fil du coup. Donc on utilise aussi... 3 types d'outils, vous disiez. Oui, donc on utilise aussi des outils open source, ou en tout cas on regarde du côté des outils open source. Vous pouvez en citer ou... Pour le coup, c'est open source, donc oui. On s'intéresse un petit peu à GraphSense. Est-ce que c'est pertinent ou pas pour nous? C'est une question qu'on se pose, puisqu'en fait, on a 2 types d'enjeux en termes d'outils et de formation. On a besoin de former des experts pointus, très outillés à l'échelon central, donc forcément en plus petit nombre. On en a plus d'une centaine aujourd'hui. Donc la question du budget pour ces enquêteurs-là et de leur formation, elle est importante, évidemment, mais on y arrive. On a créé une formation qui s'appelle FinTech depuis 2019. En revanche, on a un autre enjeu qui est aussi la formation, comme je le disais tout à l'heure, du gendarme du dernier kilomètre. Et là, il n'est absolument pas question d'en faire des spécialistes. Ce n'est pas leur vocation. Ils ont vocation à être généralistes, mais il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser. Et là, pour le coup, c'est 100 000 hommes et femmes à sensibiliser. Donc, on a des enjeux qui sont diamétralement opposés. On a des enjeux de formation très pointus, avec des outils très performants, éventuellement très coûteux, pour un petit nombre d'enquêteurs en centrale et un petit peu dans les régions. Et on a un impératif de formation de masse, de niveau sensibilisation, quelques heures, mais pour un très grand nombre d'enquêteurs. Donc c'est un enjeu très fort. On suppose que le fisc utilise aussi des outils similaires. Est-ce que vous êtes amené à collaborer avec eux, à travailler, à échanger avec vos recherches, vos fichiers? Alors, il faut distinguer 2 choses, même plusieurs sujets. La question des outils. Les outils commerciaux, sur le marché, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas 60 000. Donc il y a certaines marques connues qui ont acquis une bonne réputation dans le milieu des forces de police, de gendarmerie, de douane en France, en Europe et dans le monde, et qui ont un certain succès, mais ça ne veut pas dire, comme je le disais tout à l'heure, pour autant qu'il faut être complètement dépendant d'un seul outil, pour des raisons économiques, pour des raisons de stratégie. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier, et puis pour des raisons de performance sur tel ou tel. Bon, donc évidemment, avec le fisc, avec les douanes, avec des polices étrangères, il y a des outils qui vont être les mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on partage les données, qu'on partage le renseignement. Et c'est même, j'allais dire, très encadré. Il y a le droit français, le droit européen, les droits nationaux qui réglementent tout ça.
Donc typiquement, si on veut partager des données dans une enquête sur une personne avec le fisc ou avec la police néerlandaise ou allemande, on a besoin de l'autorisation du magistrat, du procureur ou du juge d'instruction de partager ces données-là. Et si on a l'autorisation du magistrat, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec tel service de la police néerlandaise ou tel service du fisc dans telle enquête judiciaire pour telle personne. Donc c'est extrêmement encadré. D'accord. Vous formez vos propres agents, mais est-ce que vous êtes amené à recruter d'éventuels anciens hackers pour une mission spécifique ? Alors là aussi, ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, c'est prévu dans le Code de procédure pénale. Donc on recrute d'abord et avant tout majoritairement des gendarmes. Mais la question est importante. Est-ce qu'on recrute des gendarmes pour en faire des spécialistes cyber et ou des spécialistes crypto ensuite ? Ou est-ce qu'on recrute des spécialistes crypto ou cyber pour en faire des gendarmes, pour en faire des enquêteurs ? On fait un peu des deux. On essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, là encore. Maintenant, 80-90% de notre recrutement, c'est sur le vivier interne de la gendarmerie. Donc sur des gens qui sont déjà gendarmes, officiers ou sous-officiers. Mais le gendarme, il est à l'image de la population. Il y a des gendarmes qui sont docteurs en informatique, qui sont docteurs en finance. Il y a des gendarmes qui ont un master. Il y a des gendarmes qui sont bacheliers. Il y a des gendarmes qui ont le brevet des collèges. Dans tous les domaines. Mais on recrute aussi des experts externes, comme je le disais tout à l'heure, par exemple en crypto, Akli et Robin. Qu'est-ce que vous pensez d'outils comme les services de mixage ? Est-ce que, selon vous, il peut y avoir de bonnes pratiques ? Alors, c'est des outils qui sont très controversés, hein, mais est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, de bonnes pratiques avec ces outils, ou au contraire, vous pensez que c'est quelque chose qui doit disparaître ? C'est une question délicate, mais c'est une question importante. La question des mixeurs, aujourd'hui, dans notre pratique à nous, mais nous, on a un prisme un peu déformant. Dans notre pratique à nous, nous n'avons pas jusqu'à présent rencontré d'usage licite des mixeurs. Quand on a eu des plateformes de mixing entre les mains, parce qu'on a saisi des serveurs de mixing dans des enquêtes de blanchiment, 99,99% des transactions et des clients qu'on a pu analyser sur des serveurs de mixing qui ont été saisis, c'était du blanchiment de stupéfiants, c'était du ransomware, c'était de la pédopornographie, c'était des activités illicites. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que dans les cas concrets que l'on a rencontrés, on n'a pas vu d'usage licite. Oui, on pourrait imaginer que quelqu'un qui veut faire un don en crypto-monnaie, eh bien, préfère, d'ailleurs je crois que c'était le cas de Vitalik Buterin pour son don à l'Ukraine, il avait dit il vaut mieux effacer les traces et que les gens ne cherchent pas à savoir tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est plus clean. Alors, faire un don de façon discrète et anonyme, ça c'est a priori parfaitement légal, légitime. À quelques réserves près, tout de même. Quand vous êtes une fondation, par exemple, et que vous recevez des dons, alors je ne suis pas spécialiste des fondations, je ne suis pas expert comptable, mais je crois que vous avez un devoir de transparence par rapport aux gens qui vous font des dons. À l'origine des fonds, oui. L'origine des fonds. Quand vous êtes un parti politique, en France, aux États-Unis, ailleurs, les dons aux partis politiques sont extrêmement réglementés. Quand vous êtes un parti politique, vous n'avez pas le droit de recevoir n'importe quelle somme de n'importe qui. C'est réglementé. Donc vous avez là aussi un besoin de traçabilité. Maintenant, si je me place du point de vue du donateur, si vous voulez faire des dons de façon anonyme, j'allais dire, ou discrète, vous savez que si vous faites des dons via Bitcoin, les dons ils sont publiés dans la blockchain. Mais si vous voulez que rien ne soit publié, vous avez le virement bancaire, rien n'est publié. Hein. Bon, il y aura peut-être des questions dans le public à ce sujet. Alors, pour terminer, je voudrais peut-être vous inviter à nous donner un message pour les participants, mais pour la communauté Bitcoin plus largement. J'ai souvenir dans nos discussions, vous me disiez, mais notre but, c'est vraiment
de préserver finalement l'écosystème crypto, de permettre l'innovation en écartant les brebis galeuses. Est-ce que vous pouvez justement peut-être développer ce point et nous dire ce que vous souhaitez dire en mots de la fin? La mission de la gendarmerie, c'est d'éviter que des infractions ne se commettent, et si elles se commettent, d'essayer d'identifier et d'arrêter les criminels pour les amener devant la justice. Ça, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai aussi dans le domaine des cryptos. Donc on est là au service des victimes, mais on est là aussi, un effet collatéral de notre action, c'est aussi de protéger l'écosystème. Puisque à partir du moment où il y a 0,01% des utilisateurs de crypto ou des entrepreneurs de crypto qui ont des intentions malveillantes, qui ont des intentions criminelles, eh bien, c'est comme les trains. Les trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle. Les trains qui arrivent en retard, tout le monde en parle. Alors, c'est peut-être pas 0,01% pour le coup, mais qui déraille. Mais les trains qui arrivent en retard, c'est ceux dont tout le monde parle. Et c'est ça, c'est les trains qui arrivent en retard qui nuisent à la réputation du secteur et qui sapent la confiance dans ce secteur. Donc notre action, elle sert aussi indirectement à renforcer la confiance dans le secteur et à assainir le secteur, parce que ça peut faire fuir aussi des investisseurs, ça peut faire peur à des régulateurs français ou étrangers, et donc de montrer qu'on ne fait pas ce que l'on veut dans la vie réelle et on ne fait pas ce que l'on veut dans le domaine des cryptos, bah, ça montre aussi que ce n'est pas le Far West, et on essaye de faire place nette pour les entrepreneurs qui sont l'écrasante majorité qui veulent faire du business vertueux, licite, et pour les utilisateurs qui n'ont rien à se reprocher. Merci pour ce mot de la fin. Et je vais proposer au public de poser des questions. Merci. Ici. Je suis là. Bonjour. Juste, ça a commencé. Je commence juste rapidement. Mon colonel, merci beaucoup. J'ai une question. Je suis là. J'ai une question. On sait tous ici que les transactions sont gravées dans le marbre numérique, donc dans tous les blocs, et les criminels commencent à comprendre que leurs transactions peuvent être tracées des années en arrière. Est-ce que vous constatez une baisse significative de l'utilisation des cryptos par les criminels, ou est-ce qu'ils n'ont pas encore bien compris? Alors la réponse sera double. Les plus tech des criminels, ou ceux qui se sont déjà fait prendre, ils vont se faire prendre une fois, deux fois, et puis à la troisième, ils vont se dire bon, il faut que j'utilise une autre méthode. Et donc, ils vont trouver d'autres méthodes. Soit dans le domaine soit ils vont utiliser d'autres cryptos, soit ils vont utiliser d'autres moyens de paiement ou de blanchiment. Et puis, il y a ceux qui n'ont encore jamais utilisé la crypto. C'est comme les criminels, c'est comme les citoyens, hein. Ils sont à l'image de la population. Il y en a qui sont très tech-savvy, comme disent les Anglais. Et il y en a qui découvrent, et qui découvrent 5 ans, 10 ans après que ça existe déjà. Et donc, il y a encore des criminels qui découvrent que la crypto, ça existe et que ça peut être une opportunité pour eux. Donc, c'est un phénomène de ciseaux, en fait. Il y a les deux courbes. D'autres? Oui, c'est une question liée. Est-ce que Bitcoin est encore utilisé par les criminels? Et sinon, quelles sont les crypto-monnaies utilisées par les criminels? Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Oui, il y a encore des criminels aujourd'hui qui utilisent Bitcoin parce que c'est facile, parce que c'est populaire, parce qu'on en parle beaucoup. Mais il y a aussi des criminels qui utilisent d'autres cryptos. On a eu des choses alternatives assez connues comme Monero. On a eu des choses beaucoup plus exotiques comme le Chia. Je ne sais pas si on prononce le Kia ou Chia d'ailleurs. On a eu vraiment de tout. On a eu, je sais pas, on a eu peut-être une centaine de 200, 300 cryptos différentes ces 3-4 dernières années sur les enquêtes judiciaires. Mais c'est de façon écrasante du Bitcoin. Merci pour votre présence et votre intervention à Surfing Bitcoin. À propos des services de mixage, je pense qu'il y a une grande tension entre la sécurité et la privacy.
dans le sens que vous parliez de la personne qui s'était fait torturer et mise à mort pour ses bitcoins ou pour ses crypto-assets. D'un point de vue d'une expertise de sécurité, et si vous êtes un utilisateur normal de Bitcoin, vous avez tout intérêt à utiliser des services de mixage pour casser la trace et ne pas devenir une target. Ne pas devenir une target d'escrocs, ne pas devenir une target d'attaquants. Et il y a une seconde observation qui est, aujourd'hui on a la GDPR en Europe, qui vous conseille en tant que service numérique de pseudonymiser et d'anonymiser les données de vos utilisateurs. Donc, il est fort possible que si demain vous avez la Société Générale et toutes les banques françaises commencent à vendre du Bitcoin, qu'ils recourent à des services de mixage pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Donc c'est un peu, vous avez ces deux tensions entre sécurité et de l'autre côté vie privée. Injonction contradictoire. Je suis pas du tout. Il ne faut pas se méprendre sur mon propos. Je ne dis pas que les mixeurs c'est mauvais par nature. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les mixeurs, qu'il faut interdire les mixeurs. Je dis juste que dans ma pratique professionnelle à moi et dans celle des gendarmes et de la justice en France depuis 3 ans, les seuls cas de mixeurs qu'on ait eu à traiter, c'était pour du blanchiment et avec 99,99% des clients ou des transactions qui étaient criminels. Bon. Alors, je réponds très rapidement sur 2 autres points. Quand on détient des cryptos et qu'on veut passer inaperçu, il y a aussi d'autres choses qu'il faut éviter. C'est de regarder son smartphone dans les transports en commun ou dans le train, ou au marché ou dans la rue, avec son écran qui est lisible à 25 mètres et où il y a ses comptes en crypto ou son application favorite. Juste un petit mot, les écrans de discrétion, les filtres de discrétion, ça existe pour les PC, et c'est peu connu et c'est très peu répandu, ça existe aussi pour les smartphones. Donc la discrétion, ça passe aussi par l'écran de discrétion qu'on colle sur son smartphone. Ça passe aussi par peut-être éviter des signes ostentatoires sur soi, vestimentaires ou autres, peut-être. Je veux pas affoler tout le monde ici. Voilà. C'est une réflexion que je lance. Et puis, l'analogie que je voulais faire, c'est avec les VPN. Les VPN, dans le domaine de l'IP, c'est un peu la même chose que techniquement parlant, je veux dire, que du mixeur par rapport aux cryptos. Est-ce que les VPN, c'est interdit? Non. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas interdit. Est-ce qu'il y a des usages licites et légitimes du VPN? Oui, j'en connais. Est-ce qu'il faut imposer au VPN une traçabilité des clients et des connexions? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse et je ne suis pas législateur. Une autre question. Bonjour mon colonel. Merci pour cette présentation. Et justement, vous dites que vous n'êtes pas législateur. Moi, j'aurais une question en tant qu'avocat. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur si justement il y avait une modification législative en France aujourd'hui qui pourrait vous aider dans votre enquête, indépendamment bien sûr du fait que ça doit émaner de la représentation nationale. Qu'est-ce que vous aimeriez ou qu'est-ce qui serait utile pour vous comme changement législatif aujourd'hui? Alors, c'est un sujet de niche. C'est un peu technique. Mais aujourd'hui, on a le droit de saisir des cryptos, de confisquer des cryptos, sous réserve que techniquement on sache le faire, mais ça c'est une autre question. Techniquement, dans un certain nombre de cas, on sait faire. Il y a d'autres cas où c'est plus compliqué. Mais juridiquement, on a le droit de saisir et de confisquer des cryptos. En revanche, ce qui est aujourd'hui en pratique compliqué, c'est que pour saisir et confisquer des cryptos, il faut qu'on les envoie, qu'on les transvase sur des wallets d'une agence de la justice qui s'appelle l'AGRASC, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels saisis. Et l'AGRASC, par choix, par stratégie, par contrainte, je ne sais pas, en tout cas pas une contrainte juridique, ne dispose que de wallets dans un certain nombre de cryptos. Il y a, je crois, 3000 ou 5000 cryptos différentes qui existent. Ils n'ont que, je ne connais pas les chiffres, que des wallets dans 100 cryptos différentes. C'est peut-être 50, c'est peut-être 200, j'en sais rien. Ils n'ont des wallets que dans 100 cryptos différentes. Et donc, si on veut saisir des cryptos dans un cryptoactif pour laquelle l'AGRASC n'a pas de wallet, on ne peut pas faire.
Juridiquement, on aurait le droit de faire, mais en pratique, on ne peut pas faire. Et donc, on aimerait que le droit nous autorise à d'abord faire du swap vers une crypto qu'on sait saisir, enfin que l'Agrasc sait recevoir. Bon, c'est un petit détail, hein, c'est vraiment... et puis cette demande-là n'est pas forcément audible par la représentation nationale, même s'il y a des parlementaires qui sont très férus de crypto. Et puis, ce n'est pas forcément la priorité des priorités dans l'agenda législatif non plus. Très objectivement. Oui. Bonjour, c'est passionnant. Bonjour. Je me pose une question depuis le début. Que deviennent les cryptos une fois que vous les avez saisies? Parce qu'en fait, si elles sont traçables, elles sont salies, c'est de l'argent sale. Donc, est-ce que vous les mixez? Strictement la même chose que les voitures qui sont saisies, les maisons qui sont saisies ou les assurances-vie qui sont saisies. Il y a une agence de l'État, une agence du ministère de la Justice qui a été conçue pour ça il y a plusieurs années, qui s'appelle l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels saisis. Pour certains, c'est donné à des services de l'État. Typiquement, il y a une partie des voitures qui est donnée à des services de l'État pour faire partie, pour intégrer le parc automobile de l'État. Il y a des bâtiments, alors en France non, mais en Italie notamment, il y a des ensembles immobiliers qui sont saisis par la justice, qui sont ensuite donnés à des ministères pour y mettre des bureaux de l'administration, voilà, ou pour y loger des assos, des fondations, du logement social ou autre. Et concernant les produits financiers, eh ben, ils sont liquidés, entre guillemets, ils sont revendus. Alors, il nous reste très peu de temps, peut-être pour une question. Une petite, très concrète. Oui, allez-y. Bonjour, mon colonel. Bonjour. Un point intéressant qui n'a pas été abordé, pourtant qui pourrait être intéressant. Si jamais on est une entreprise de finances décentralisées, qu'on se fait dérober des fonds, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous contacte pour lancer une enquête? Excellente question. Vous pouvez porter plainte. Il faut pour cela que la justice française soit compétente. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne morale soit installée en France ou qu'elle ait des bureaux en France, ou qu'on ait des raisons de penser qu'il y ait un lien dans le mode opératoire avec la France. Donc vous pouvez porter plainte soit directement auprès du ComCyberGen, soit auprès du procureur de la République. Après, il y a la notion aussi que j'évoquais tout à l'heure, à savoir de formation de sensibilisation du dernier kilomètre. Le gendarme dans sa brigade, le policier dans son commissariat, un substitut dans son parquet, il n'est pas forcément toujours complètement au fait de la technologie. Et donc, en portant plainte localement, il y a parfois besoin d'un accompagnement par l'échelon central. Donc, en fonction du montant du préjudice, en fonction de l'urgence à agir, vous pouvez aussi faire appel à la brigade numérique de la gendarmerie, magendarmerie.fr. C'est du chat en ligne qui est directement rattaché au commandement de la gendarmerie pour le cyberespace. Donc, il y a un accès direct aux enquêteurs de niveau central. Et donc, sur magendarmerie.fr, par chat, vous expliquez. Et si vous sentez qu'il n'y a pas beaucoup de répondants ou pas ce que vous attendez, mais généralement, ils sont à la brigade numérique et ils sont très réactifs, vous parlez du ComCyberGen et de la conférence d'aujourd'hui. Très bien. Bien, merci à tous pour votre attention. Merci, colonel.